voudrais démarrer en reconnaissant que je participe dans cette session des territoires traditionnels des 7 régions de l'Alberta du Sud, Blackfoot Confederacy et Putena Première Nation, Sino Lakota, Chinooki, Bearspaw et la ville de Calgary a bien nombre de Premières Nations dans la ville. Comme vous le savez, nous sommes à un tournant énergétique. C'est une transition désordonnée. On voit des grandes augmentations des prix du carburant. La COP26 va être lancée. Beaucoup de variables qu'il nous faut prendre en compte. Et je suis très heureuse d'avoir Benjamin Cramen, président de Inventive, pour nous aider à mieux comprendre ces enjeux très complexes. Brendan est président de Inventive depuis 25 ans. Il définit la stratégie de Oventis. Il a eu des positions très diversifiées, président, vice-président, affaires externes, vice-président d'Exad de nombreux de différents postes. Il est diplômé en génie mécanique et aussi d'Oxford. Il va faire quelques remarques de présentation et vous aurez la séance questions-réponses. On commence tout de suite avec Brendan. Merci, Déborah. On apprécie l'occasion de parler avec vous et d'autres membres de la Chambre ici et le travail important qu'ils font. Comme vous l'avez dit, récemment, je suis devenu PDG ici avec la compagnie. Je vais passer toute ma carrière avec Oventive. À l'origine, j'étais un enfant qui a grandi dans les fermes et je suis très passionné sur la façon de faire et comment faire. Nous sommes dans un producteur d'énergie depuis 140 ans. Nous remontons à l'âge des grandes... Nous fabriquons beaucoup d'énergie, un mélange énergétique très important, 200 000 barils de pétrole, de gaz liquide, BCF de gaz naturel. Nous sommes un grand acteur au Canada, un des plus grands producteurs au Canada de produits pétroliers, la moitié dans l'ouest du Canada, 750 000 employeurs, 3/4 milliard de dollars de capital déployé au Canada cette année seulement. Les atouts principaux sont en Colombie-Britannique, Texas, Oklahoma, Caroline du Nord, Dakota du Nord. Donc, nous sommes un peu partout en Amérique du Nord. Nous occupons de gaz de schiste et nous sommes très créatifs et nous sommes très performants et nous améliorons constamment ces stratégies et on utilise l'innovation pour faire avancer nos rendements. Cette expertise fait avancer non seulement nos opérations et notre entreprise, mais notre performance ESG. Voilà quelques points saillants qui ont été annoncés récemment. L'année dernière, on a pu avoir 33% de réduction d'émissions pour le gaz méthane. Ça veut dire qu'on a atteint nos objectifs de réduction 4 ans plus tôt que prévu, c'est-à-dire que maintenant, on a une nouvelle cible à définir. Nous avons baissé de 20% notre gaz à effet de serre et nous sommes complètement alignés avec les indices de la Banque mondiale 9 ans avant les objectifs ciblés par la Banque mondiale. Nous sommes la seule compagnie dans ce domaine qui peut se vanter de cela. Et peut-être, c'est très important de souligner que c'est la 8e année de plus grande sécurité et de sûreté. Les blessures, la fréquence des blessures sont moins de 1,7. Nous sommes très fiers de cette chute de nombre de blessures dans le contexte du travail. Si je parle des performances par rapport aux émissions, je veux expliquer un peu ce qu'on perçoit aujourd'hui.
Pour utiliser le pétrole comme exemple, on pourrait parler aussi de gaz naturel. Il y a une dynamique assez apparente qui resurface à travers le monde aujourd'hui. On voit que la demande reprend les niveaux avant la pandémie de 700 000 millions de barils par jour. Mais il y a eu des sous-investissements depuis quelques années. Donc, il y avait donc, des politiques publiques et des sentiments des investisseurs qui ont créé cette dynamique. Mais une courbe de dispatch normale qu'on verrait pour répondre à la demande évolue de manière très différente par rapport aux décennies précédentes. Si vous regardez les tendances historiques de l'activité industrielle historique, on s'attendait à avoir 900 000 plateformes, mais nous sommes à 500 000 plateformes. Donc, il y a une réponse à la demande qui est très différente en Amérique du Nord et aussi localement. Donc, ce qui est très apparent du point de vue du ESG, nous sommes dans une période où les ressources énergétiques globalement sont assez bien comprises. Dans certains moments de notre industrie, c'est très dynamique, il y a beaucoup de changements techniques et ça peut être difficile de comprendre, mais actuellement, nous sommes en bonne position de comprendre où se trouvent les ressources et les quantités. La moitié des meilleures roches sont entre les mains des OPEC+. Donc, OPEC Plus détient ces roches par rapport au long cycle, c'est-à-dire les sables et les eaux profondes, et ce qu'on fait en Amérique du Nord à échelle telle que Montney, Canada, et au Texas, et en Antarctique, et à Oklahoma, et à Balky, en Dakota du Nord. La seule partie de cette chaîne d'approvisionnement qui a des améliorations par rapport au carbone, c'est le schiste américain. Donc, je crois qu'il y a une vraie opportunité pour que les Canadiens et les compagnies telles que nous-mêmes, nous continuions à faire avancer l'innovation et le progrès pour qu'on puisse atteindre les demandes énergétiques que le monde a, mais quand même respecter les ambitions climatiques que nous avons aussi. Je termine en disant que cette semaine, mon comité et moi, nous sommes allés au Texas voir nos opérations et tout ce tour était focalisé sur ce qu'on arrive à faire en termes de réduction d'émissions et ce qu'est l'avenir. C'était une opportunité excellente et le comité certainement était heureux de constater nos visions de réduction d'émissions et les métriques opérationnelles qu'on avait mises en place depuis des décennies. C'est un moment passionnant, mais il y a des défis très compliqués et je suis sûr que pendant les questions, on les entamera. Il n'y a pas de pénurie de défis. La première question, j'étais journaliste qui couvrait ce secteur depuis 20 ans. Je peux dire très honnêtement que je n'ai jamais vu autant d'emphase sur les émissions et les ESG comme vous l'avez fait actuellement. Donc, c'est une indication de comment les choses ont changé. Vous avez parlé de votre gaz de schiste, la baisse des émissions et que vous êtes 9 ans, vous avez 9 ans d'avance par rapport aux dates butoirs et on continue de voir une pression sur les investissements. L'Université de Toronto déclare qu'elle va vendre ses parts de marché. Donc, il y a un écart profond entre les sentiments des investisseurs et ce que vous faites. Comment changer la conversation? Et que dites-vous à un investisseur qui veut vendre ses parts de marché? La dynamique que vous avez décrite est très complexe et porte beaucoup de défis. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décrit cette pyramide de ressources. Où se trouvent les ressources, à qui elles appartiennent et quels sont les progrès qui ont été effectués. Je crois que le concept des producteurs responsables ici, en ce qui concerne fournir les besoins
énergétique mondiale et on voit ces mêmes dynamiques en Asie et en Europe où euh, où il y a des pics énergétiques, des coûts très élevés et les industries dans ces juridictions en pâtissent. Évidemment, ces personnes qui sont le plus impactées par la hausse des prix, ont le plus de risques, ça ne blesse pas les riches, ça blesse évidemment ceux qui essaient d'améliorer leur qualité de vie. Je crois que le concept d'être un producteur responsable est quelque chose qu'on doit vraiment s'approprier et nous avons certainement beaucoup de bonnes rétro-informations qui nous viennent de nos investisseurs. Certaines ne veulent pas participer, mais les investisseurs responsables veulent créer une performance que le monde a besoin et aussi réduire les émissions carbone. Comment vous dites que le producteur responsable, son rôle, évidemment, qu'il y a un cheminement vers des émissions zéro par rapport aux producteurs de gaz de schiste, comment est-ce que vous voyez cette conversation qui se traduise à la COP26 qui commence la semaine prochaine, comme nous le savons? Est-ce que la COP26 serait un endroit où on pourrait mettre en exergue les avances des producteurs, leur innovation pour réduire leurs émissions? Je crois que le rôle du producteur responsable que nous pensons est logique, c'est de faire des progrès réels et tangibles aux émissions. C'est la raison pour laquelle nous voyons que nous mettons en exergue nos accomplissements, pas ceux de l'avenir dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on a déjà délivrés. Et nous approchons des cibles vers ces trajectoires. Donc, on se concentre sur ces vraies réductions d'émissions actuellement. C'est là que ça doit se produire. Ce n'est pas forcément d'avoir des ambitions pour l'avenir. Il faut être dans une place d'innovation, utiliser la technologie, l'expertise et le processus que nous utilisons pour gérer notre entreprise et faire fonctionner nos installations pour vraiment viser l'innovation. Aujourd'hui, nous réussissons énormément en travaillant dans ce spectre avec nos homologues et nos pairs pour faire avancer ces connaissances rapidement. Nous parlons beaucoup de la production, qu'on se concentre sur les entreprises d'énergie, la production d'énergie. C'est vraiment un domaine où les personnes se penchent sur le secteur énergétique. Qu'en est-il de la consommation? Que peuvent faire les PME du point de vue de la consommation pour avoir un rôle égal dans la réduction des émissions? Avez-vous un sens de ce qu'elles peuvent faire sans avoir les ressources d'un Ovento, d'une grande société pétrolière ou gazière? Je pense que ce que nous avons vu et appris très clairement dans cet environnement perturbateur où nous avons vécu dans les derniers 18 mois, en fait, cela a encore plus accentué la chose, c'est que d'avoir accès à une énergie sûre, abordable et stable est à la racine de notre économie. Et nous savons que les pressions inflationnaires que le monde voit aujourd'hui sont un facteur réel dans le mouvement vers l'avant de l'économie pour pouvoir vraiment continuer sans interruption l'accès à de l'énergie abordable. Cet accès sera une caractéristique très importante pendant les 12 mois au moins à venir. Et aussi le fait de pouvoir faire partie de cette offre, de cette énergie sûre, abordable et fiable. Les consommateurs nous envoient des signes. Nous voyons donc cela au niveau de la demande pour le pétrole et le gaz. Ces deux éléments auront un rôle critique à jouer. Vous avez dit dans vos remarques d'ouverture qu'à ce moment de l'année, nous devrions voir certain nombre de rigs donc en fonctionnement et en fait nous en voyons moins.
Est-ce que c'est l'avancée de la technologie ou est-ce que c'est plutôt les dépenses de capitaux qui ne sont pas donc les mêmes à cause de toutes ces pressions? Il y a une multitude de facteurs. Je dirais que le facteur principal pour ces plateformes pétrolières est vraiment l'expression du sentiment des investisseurs et donc dans le comportement des producteurs. Les investisseurs ont dit qu'ils veulent que l'on réduise la dette et qu'on retourne du liquide aux investisseurs. Je ne peux pas parler pour nos pairs et la façon qu'ils vont donc organiser euh, leur projet de dépense des capitaux dans les mois à venir. Cela a été soulevé assez régulièrement quand les prix du gaz naturel continuent de monter. Les compagnies veulent payer leurs dettes, veulent donc rembourser les investisseurs, que ce soit par les dividendes ou autre. Quel type donc d'avenir doit avoir le secteur d'énergie pour ce qui concerne les prix élevés soutenus pour qu'on voit des changements au niveau des dépenses de capitaux et l'augmentation de production pour l'industrie? C'est une question difficile. Je peux vous dire que le ton et la teneur ne suggèrent pas que cette dynamique va changer. Là où nous nous trouvons, si nous parlons de notre entreprise, nous avons très clairement exprimé que nous n'allons pas passer à la croissance jusqu'à ce qu'on ait atteint l'objectif de la dette et jusqu'à ce qu'on voit ce signe au niveau des prix qui indique la croissance du secteur. Et aujourd'hui, nous avons encore des périls importants donc liés à l'OPEC. Il y a donc 4 ou 5 000 barils qui retournent sur le marché. C'est de signes qu'on va surveiller, mais je ne vois pas un changement de dynamique à l'avenir proche. Nous savons que la COP commence la semaine prochaine. Qu'espérez-vous que le gouvernement priorisera pour ce qui concerne les priorités de la COP26 et comment le gouvernement positionne le Canada au niveau mondial? C'est la première partie. Puis nous avons un nouveau ministre de l'énergie, un nouveau ministre de l'environnement. Je m'intéresse à vos idées à cet égard. Deuxièmement, oui, nous pensons que le monde a besoin d'avoir une conversation rationnelle sur sur le fait d'équilibrer les besoins énergétiques du monde pour améliorer la qualité de vie de millions de personnes, mais aussi avoir une conversation sur ce qu'on peut faire pour réduire les émissions et atteindre nos ambitions climatiques. Je pense que nous sommes prêts et disposés à player en tant qu'acteurs responsables. Du côté gouvernemental, nous attendons avec impatience de travailler avec les nouveaux ministres. Cela a été l'approche que nous avons prise depuis longtemps avec tous les gouvernements avec lesquels nous interagissons. Je suis curieuse quand vous vous penchez sur certains des objectifs et les conversations qui vont avoir lieu à la COP26. Quand vous penchez sur le secteur énergétique et vous pensez aux initiatives qui ont lieu au niveau de la transformation. En fait, nous transformons la façon que nous utilisons l'énergie, ce que nous utilisons dans notre mix énergétique. Que voyez-vous comme les opportunités les plus importantes dans le contexte de la décarbonisation allant vers l'avenir? Je pense que cela se réduit à cette stratégie d'innovation que nous poursuivons. Si vous pensez aux différentes approches que nous prenons à cet égard, j'ai décrit auparavant ce que nous faisons avec le flaring. Nous déployons une technologie passionnante pour ce torchage ou brûlage. Nous voulons réduire toutes les émissions y associées. Je n'ai pas encore parlé de cela, mais nous allons donc réduit notre pourcentage de torchage à un pourcentage minimal pour ce qui concerne des carburants moins intensifs en carbone pour certaines activités, puis dans nos opérations, l'utilisation de l'automatisation pour encore réduire les émissions. Il y a beaucoup de synergie entre l'approche que nous avons prise généralement pour les objectifs commerciaux et opérationnels qui
donc sont à la base de la réduction des émissions. Nous sommes des leaders au Canada dans l'électrification. Presque toute notre production en Colombie-Britannique est électrifiée. Cette juridiction fonctionne à base d'hydroélectricité, donc a une empreinte de carbone assez faible comme résultat de cela. C'est vraiment un domaine où nous sommes enthousiastes, non seulement au sujet du progrès déjà réalisé, mais du progrès qui va venir aussi. Je suis curieuse quant à votre point de vue. Nous avons beaucoup parlé du fait, en voyant les prix du pétrole et du gaz qui montent et les défis climatiques auxquels nous sommes tous confrontés, on dirait qu'on a une crise climatique, une crise énergétique, mais cela ne contribue pas forcément à un chemin clair à net zéro. Et je suis curieuse, quand vous voyez ces conversations se dérouler, pensez-vous que nous avons mal calculé le temps qu'il nous faut pour changer ce mélange énergétique, le transformer? Nous sommes-nous retirés trop rapidement pour les investissements dans le pétrole et le gaz? Je pense que c'est le débat. Et je pense que tous les signes aujourd'hui, si vous les regardez de façon logique, nous disent que ces systèmes énergétiques sont grands, complexes et mondiaux. Et l'opportunité de transformer ce mélange, ce mix existe, mais ça prendra probablement plus longtemps qu'une observation superficielle pourrait le suggérer. Un un très bon exemple pour les Canadiens serait de penser au rôle du gaz naturel dans la décarbonisation des sources d'énergie naturelle. Ça serait donc une chose à considérer. Une chose qui a été vraiment un moteur pour les États-Unis, où les gaz à effet de serre ont été réduits de façon dramatique dans les derniers 5 à 8 ans, c'était vraiment remplacer le charbon par le gaz naturel. Et cette même opportunité existe pour le gaz canadien de jouer ce rôle. Oui, j'allais prendre cette direction. Vous êtes à Nabotny, en Colombie-Britannique, et j'aimerais comprendre comment vous voyez l'opportunité d'un point de vue de GNL et ce qu'il faut faire d'un point de vue politique pour faire avancer notre capacité, de renforcer cette capacité. Quel message aimeriez-vous envoyer au nouveau ministre de l'Énergie et de l'Environnement? Nous sommes encouragés par le fait que LNG Canada avance, mais pour ce qui concerne l'échelle, ça sera 1,8 BCF par jour d'exportation, à mi-parcours dans la décennie où nous serons en ligne. Nous ne sommes pas dans ce projet. Je parle de façon holistique de l'avantage offert à l'industrie, à la filière, mais comparer cela aux exportations par les États-Unis de 11,5 VCF par jour de GNL, ça sera 12 à la fin de l'année. Et donc, le gaz naturel américain remplace le charbon au niveau mondial et donc à cet effet, les exportations américaines du gaz naturel au Mexique sont importantes, 7 BCF par jour, et cela crée un nouveau mix énergétique au Mexique et dans des endroits tels que le Guatemala où le Mexique exporte de l'électricité. Cet effet est en train d'avoir lieu au niveau mondial et nous encourageons le Canada à donc vraiment profiter de cette occasion aussi. Comment voyez-vous la capacité pour les producteurs canadiens de vraiment se connecter à ce marché d'exportation aux États-Unis? Je pense que ça a déjà lieu. Vous voyez des producteurs canadiens qui connectent le gaz aux exportations de la côte et du Golfe de l'Ouest. Ça peut avoir lieu, mais ça sera restreint par la capacité d'exportation. C'est un endroit où certains producteurs canadiens participent, mais la vraie opportunité est sur la côte ouest du Canada. Je veux changer de vitesse. On parle beaucoup du talent et la façon qu'il faut attirer le talent en général, mais aussi, je suis curieuse quant à votre interprétation de votre capacité d'attirer un talent à votre secteur, à votre entreprise. Et ce que vous faites pour attirer les générations plus jeunes ou la génération plus jeune pour vraiment utiliser leur ensemble de compétences pour résoudre certains des défis auxquels est confronté le secteur énergétique. Pour cette question, je soulignerai deux aspects qui, pour moi, sont
très pertinents. Premièrement, nous parlons de notre objectif de la société, c'est que nous rendons la vie moderne possible. Nous offrons cette énergie fiable, sûre, abordable, dont a besoin le monde de façon durable. Et j'ai récemment passé du temps avec notre cohorte de nouveaux diplômés à l'entreprise. C'est très important pour eux et ils nous disent que c'est vraiment une énorme motivation pour eux de vouloir faire partie de cela et de vraiment faire avancer et faire croître ce progrès de l'intérieur. Tout comme cela a lieu à l'extérieur. Et l'autre partie qui est importante pour nous, c'est de vraiment avoir une main-d'œuvre totalement diversifiée où tout le monde a accès aux mêmes occasions, ceux qui sont déjà dans l'entreprise, mais ceux qui pourraient nous rejoindre à l'avenir aussi. Alors, nous avons entrepris plusieurs activités pour créer des opportunités dans nos différents lieux, pour être sûr que nous avons un processus de recrutement qui sera vraiment un moteur pour ce processus d'opportunité, d'égalité. Quand vous regardez à l'horizon, où voyez-vous les plus grandes opportunités de décarbonisation? Voyez-vous CCUS? Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez, l'hydrogène, ou sont les opportunités où votre entreprise pourrait s'impliquer pour faire avancer la décarbonisation? Nous voyons une partie de l'économie qui est énorme est en croissance. Là, il ne faut que se pencher sur les flux de capitaux au niveau mondial pour voir que beaucoup d'innovations existent dans des espaces. Nous croyons que nous construisons une expertise. La façon que cela va nous affecter, nous n'investissons pas directement dans l'hydrogène, la séquestration du carbone. Aujourd'hui, nous voulons vraiment réduire de façon tangible les émissions et offrir en même temps l'énergie dont a besoin le monde pour que les économies continuent de fonctionner, pour que la vie moderne soit possible. C'est quelque chose à considérer pour l'avenir. On le suit de très près et on apprécie vraiment la quantité d'innovation qui est en train d'avoir lieu dans ces espaces. C'est intéressant que vous dites que vous vous concentrez sur la partie absolue plutôt que de la partie offset. Je suis curieuse parce que vous dites que tout le monde dit que tout est possible, il faut tout faire pour diminuer les émissions ou pour les offsets ou je pense que c'est une partie. C'est l'ordre des opérations. Je suis d'accord avec cette idée de mettre tout sur la table, mais aujourd'hui, nous réalisons des réductions très importantes et rapides en nous focalisant sur nos opérations. À l'avenir, nous allons continuer à évaluer d'autres opportunités, mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes au bon endroit. Quand vous regardez le secteur énergétique aujourd'hui, considérez-vous y a-t-il des opportunités pour des acquisitions? Comment voyez-vous cet aspect de l'entreprise pour ce qui concerne les opportunités de consolidation? Notre perspective pour cette année, c'est que tout ce que nous évaluons, nous le faisons par le biais d'une lentille de value. Nous regardons les retours de cycle complet pour y penser. Nos stratégies sont très claires. Nous réduisons la dette et nous voulons donc produire des retours en espèces à nos actionnaires. C'est là où nous nous sommes concentrés. Nous venons d'introduire un nouveau cadre d'allocation des plafonds et ce trimestre est le premier trimestre où nous exécutons ces retours en espèces et il y aura donc plus à suivre, mais nous sommes tout à fait concentrés sur ces deux priorités stratégiques. Quand vous regardez les flux de capitaux qui entrent dans les technologies de décarbonation et renouvelables, comparé dans les technologies traditionnelles, êtes-vous un peu jaloux? Je pense que notre modèle d'affaires ne dépend pas du financement externe. Nous sommes vraiment un producteur de flux liquides. Donc, nous n'avons pas besoin de financement pour réussir et atteindre nos ambitions stratégiques. Si vous regardez notre valorisation, il y a beaucoup d'opportunités pour que cela change
et c'est là où nous nous concentrons. Que faudra-t-il pour que cet état d'esprit de valorisation dans la communauté d'investisseurs, que faudra-t-il pour que cela change, pour que vous voyez une valorisation non seulement plus robuste, non seulement, enfin pour le secteur entier. Nous avançons de façon significative, nous ne sommes pas satisfaits, mais nous réalisons un progrès satisfaisant. Les capitaux donc ont une bonne performance. Nous commençons donc le premier trimestre d'exécution de ce nouveau cadre d'allocation. Il faut donc qu'on continue à exécuter et à produire des résultats. Pourquoi vous regardez l'horizon dans les 12 mois à venir? Quelles sont les menaces et les opportunités les plus importantes pour votre secteur et votre entreprise? Je pense que la possibilité de l'inflation est avec lequel donc toute l'économie a à faire. Nous n'aimerions pas qu'il y ait de l'inflation, mais nous pouvons nous différencier dans un tel environnement. Nous avons prouvé que nous sommes un des leaders pour utiliser l'innovation pour vraiment améliorer l'efficacité. Donc, face à cette pression d'inflation, nous attendons à avoir une meilleure performance que nos pairs. Et quand nous regardons vers nos activités de 2022, je suis enthousiaste quant à quelle sera notre performance dans cet environnement. Il nous reste 1 minute. J'aimerais vous remercier, Brendan, pour votre présence aujourd'hui. Tout le monde regarde le secteur énergétique pour tant de raisons, la COP26, la montée des prix du gaz naturel et du pétrole, ce que cela veut dire pour la saison du chauffage de l'hiver et aussi d'un point de vue des émissions, comment le Canada et le secteur énergétique donc joueront le rôle qu'ils joueront pour réduire les émissions et confronter les défis qui viennent du changement climatique. Merci donc de votre présence aujourd'hui.